Rabi Seydou Diallo est sociologue et auteure sénégalaise. Elle s'adonne à une analyse objective de la condition féminine au Sénégal, tout en affichant son parti pris pour l'amélioration du statut des femmes. Saison de femmes est son premier ouvrage. Rabi Diallo fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Livre ouvert. L'émission qui nous permet d'en connaître plus sur nos auteurs sénégalais et de nous ancrer dans l'univers de la littérature. Aujourd'hui, nous élèves du cours Sainte-Marie de Anne, nous avons le plaisir de recevoir Madame Rabi Seydou Diallo, une écrivaine au talent insoupçonné, afin d'étudier son œuvre Saison de femmes et de lui poser quelques questions par la même occasion. Lorsque la grand-mère est décédée, le reste de la maisonnée a dû déménager. La dame et ses petits étaient pressés de se dérober des regards hostiles de leurs voisins. La vieille n'avait jamais accepté de bouger de la maison qu'elle avait héritée de son défunt mari, malgré toutes les humiliations. 15 ans après le déménagement de la famille Oni, ma tante dit avoir croisé par pur hasard la maman des enfants. Elle était élégante et souriante, accompagnée d'une jeune femme habillée à la dernière mode, arborant une allure altière. Prenant son courage à deux mains, ma tante tendit une main fébrile à son ancienne voisine, qui eut l'amabilité de la saisir chaleureusement. Tante Bouli prit cela pour un encouragement et demanda des nouvelles de ses enfants. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'elle apprit que la jeune dame qui était à ses côtés était bel et bien l'ancienne petite fille Timoré. Cette dernière s'est mariée à un homme charmant et riche, qui la rendait heureuse. Le fils, quant à lui, poursuivit des études d'ingénieur à la prestigieuse école polytechnique. À son tour, ma tante lui apprit que leur ancienne maison, si crainte, avait été rasée et était devenue une école privée, jouissant d'une excellente réputation. Fin de l'histoire. Voilà, heureusement que cette famille a pu se refaire une virginité sociale dans un autre quartier. Elle a manqué être lynchée par des ordres de gens, non pas en colère contre elle en particulier, mais contre le monde entier. Ils prennent ainsi n'importe qui pour responsable de leurs déboires, surtout les personnes vulnérables. Sur cette invitation, Cher entrepris de vérifier le degré de jalousie de Kouro en lui disant que sa sœur souhaitait qu'il jouait le rôle d'entremetteur entre son ami Biran et elle. Kouro lui lança fermement: Jalouse, moi? Pas du tout. Je suis juste foncièrement possessive. Alors dis à ta sœur de faire gaffe à ne pas s'approcher de mon bi, dit Kouro en s'appuyant sur l'épaule de Biran. Eh bien, cher ami, rétorqua Cher, soit tu es le plus vénère des hommes, soit tu es celui qui est le plus à plaindre. Moi, cela ne me dérangerait absolument d'être la propriété exclusive de ma femme, dit Pascal. Tu es bien drôle, Pascal, comme si tu avais le choix, en tant que catholique marié, de lorgner ailleurs. Ceci est un privilège pour nous autres musulmans. Fille chère, fanfaronnant, tel un paon qui s'apprêtait à faire la roue. Attention, lui dit Mage, les femmes sont sorties de l'obscurantisme depuis des lustres et savent que les saintes écritures du Coran n'ont absolument pas érigé la polygamie comme un devoir. Elle a été tout le moins tolérée dans certaines situations. D'ailleurs, c'est une pratique qui tend à disparaître dans les pays d'obédience islamique. En tout cas, dit Kouro d'un ton espiègle. Troisième extrait. Soigner son apparence extérieure de la même manière que celle intérieure n'est en rien contradictoire, ma chérie. Tout en cultivant mon moi intime qui me rapproche du souffle divin. Véritable invite à donner plus de place à la lumière. Je ne compte pas renoncer à porter les habits qui me plaisent. Qu'ils soient décents et sans fioritures me suffit. Je ne me vêtirai certes pas en jean pour aller au fouta, car il ne sert à rien de verser dans la provocation. Mais ceux du village qui me trouvent chez moi ainsi habillé sont obligés de se conformer aux règles miennes. Leurs soi-disant normes vestimentaires assujetties à l'âge ne me concernent guère, surtout si ces habits sont encombrants à souhait. En vérité, je suis plutôt d'avis qu'à chaque tranche d'âge correspond chez une femme un style de vie, d'habillement, voire d'aspiration. Sur ce plan, j'adhère entièrement à ton point de vue. J'irai même plus loin.
Autant chaque saison a ses femmes, autant chaque femme a ses saisons. Kuro acquiesça au propos de sa maman par un grand oui, que Mina eut du mal à prendre pour un réel compliment ou pour une boutade. Depuis que sa fille avait atteint l'adolescence, Mina était habituée à engager avec elle des débats passionnés et contradictoires, pouvant être interprétés à tort par des non-initiés, comme des séances de pugilat intellectuel. En réalité, mère et fille avaient en commun une opiniâtreté extraordinaire dans leur désir de convaincre l'autre. Pour une femme, faire preuve de mouille, c'est cela et bien plus encore. C'est compter sur ses forces intérieures pour surmonter les crises traumatiques qui traversent sa vie, le plus souvent, et servir de boussole à toute la maisonnée. C'est refuser d'exposer publiquement ses difficultés vécues ou ses maltraitances subies du simple fait d'être femme, harcèlement, viol, etc. Et paraître avoir une vie lisse et agréable. C'est plier tel un roseau, sans jamais rompre, même face aux bourrasques causées par les bourreaux de Marie. C'est savoir se résigner, taire ses douleurs et ses souffrances pour ne pas compromettre la perception de l'honorabilité de tout un groupe social que ces femmes représentent. C'est verser toutes les larmes de son corps en étant isolée pour prouver la bonne éducation reçue, celle qui impose le silence aux femmes. C'est sourire, voire rire aux éclats, en cachant son mal de vivre par une panoplie d'artifices. Même sur le plan intime, il est attendu de la femme qu'elle recherche tout ce qui pourrait augmenter le plaisir de l'homme, mais son insatisfaction à elle n'intéressera personne. Elle doit savoir recevoir des coups, sans rechigner, encore et encore. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci de me recevoir dans votre belle école, hein, qui est symbole d'ouverture, de pluralité, et franchement c'est un honneur pour moi d'être accueillie par des élèves du cours Sainte-Marie de Halle. Merci pour la belle introduction, hein, Amadou. Merci pour les extraits qui m'ont remise carrément dans le livre Saison de femmes et qui me rappellent finalement la motivation ou l'une des motivations qui m'a poussée à écrire ce livre, qui essaie de décrire un peu les relations entre mère et fille telles qu'on les a vécues, c'est-à-dire d'une génération à une autre, quels peuvent être les points de divergence, mais aussi, j'espère que vous l'avez senti, les points de convergence. Voilà. Merci d'avoir parlé de la patience ou de l'endurance ou de la résilience, hein, qui est différente selon que l'on est femme ou homme. Hein, vous l'avez senti, hein, avec cette litanie d'obligations qui est faite aux femmes, mais qui n'est pas attendu finalement de l'homme. Merci de parler de la sorcellerie, hein, qui est l'une des survivances de la société traditionnelle que l'on retrouve encore dans la société moderne, qui n'est pas prête de disparaître malheureusement. Donc j'ai voulu justement en disant que cette maison, la maison des sorcières, qui est devenue une école d'excellente réputation, ma foi, que justement ce n'est pas une fatalité et qu'on peut bien venir à bout de nos croyances, même si l'on pense que ce sont des croyances séculaires qui ne devraient pas être remises en question. Merci beaucoup Amadou d'avoir parlé de la polygamie. Hein, vraiment, c'est ça aussi, des échanges entre jeunes et selon la perspective de la religion, parce qu'effectivement au Sénégal et dans beaucoup de sociétés africaines qui sont devenues musulmanes à majorité, en tout cas dans leur grande majorité, l'on a tendance à faire croire aux femmes que c'est comme une règle en fait la polygamie, alors qu'il n'en est rien. Donc merci de me recevoir, je suis tout à fait ouverte à toutes vos questions et n'hésitez pas, hein, franchement, n'ayez aucun tabou. Parce que chez nous, les sociologues, en tout cas, les tabous, c'est justement les casser que nous voulons. Nous voulons les casser. Merci de bien vouloir répondre à ma question. Oui, merci, Amadou. Que pensez-vous de la mentalité des Sénégalais qui accusent indirectement Oleg de la mort de sa mère? Merci. Alors, justement, ça aussi, c'est l'une des fortes croyances, hein, dans notre société sénégalaise. Lorsqu'un enfant vient au monde et que cela coïncide avec le décès
d'un parent éloigné, a fortiori sa maman, on la rend responsable. Cet enfant, cet enfant, il vient au monde avec une charge telle que, voilà, au lieu d'être accueilli, au lieu d'être bien accueilli, on le charge. On le charge de malfaisance, on dit que c'est un oiseau de mauvais augure, à la limite. Et c'est social, c'est socialement partagé. Donc, il faut justement casser ce genre de stéréotype. Un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Donc, si ça coïncide avec le décès de sa mère, ce n'est absolument pas de sa faute. Hein? Et il faut surtout veiller à ce que cet enfant-là ne grandisse pas avec ce genre de freins et de contraintes à son épanouissement. Hein? Donc, je trouve que c'est totalement, non seulement erroné, mais à la limite, c'est une hérésie que de rendre responsable un bébé de la mort de sa maman ou de son père, hein, parce qu'il y en a qui viennent au monde sans leur père. Voilà. Et j'espère que vous partagez mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous n'avez pas pensé que c'était de la sorcellerie? Non, justement, parce que penser que c'est de la sorcellerie, c'est verser dans l'irrationnel, hein, et justement rendre responsable cet enfant. Or, des coïncidences, ben, ça existe, des négligences médicales, ça existe, et vous avez lu que dans ce livre, justement, je parle de négligence médicale, ce qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Voilà. Un enfant qui vient au monde doit être accueilli avec amour et respect. Merci. Pensez-vous qu'une femme doit tout supporter et faire preuve de mouille, comme le dit la société sénégalaise? Tout supporter. Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que future femme? Non, je pense pas. Et je pense aussi qu'il y a des limites à tout. Si par exemple vous êtes dans une relation et que vous ne vous sentez pas à l'aise, ou bien qu'il y ait des malentendus qui ne peuvent pas être résolus, il faut plutôt quitter la relation et ne pas rester là-bas. Parce que si dans le futur vous venez à avoir des enfants, parfois la femme est contrainte de rester pour ses enfants. Surtout si on prend l'exemple d'avant. Les femmes restaient dans leur mariage pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais maintenant, avec le temps, ça change. Et je pense que cette expression doit disparaître plutôt. Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Hein. En fait, supporter ou l'endurance, c'est bien quand il y a de la résilience derrière. Hein. Parce que toutes les religions révélées le disent, hein, il faut savoir endurer, il faut savoir faire preuve d'endurance et de patience parce que c'est finalement rendre grâce. C'est ainsi que l'on rend grâce à son Créateur. Donc, mais il y a une chose que nous pouvons supporter, hein, comme des chocs, je sais pas moi, il y a des choses qui se passent dans notre vie sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Nous les supportons et nous les dépassons. Mais il y a des choses quand même qu'il ne faudrait pas supporter. Et comme quelqu'un le disait, un oui n'a de sens que lorsqu'il y a un non. On ne peut pas toujours dire oui à tout. Dire oui à tout, c'est impossible. L'être humain a la faculté d'accepter en disant oui, mais aussi il a la faculté de dire non. Voilà, donc tout supporter, je suis totalement d'accord. Hein. On ne peut pas tout supporter. Que l'on soit homme ou femme, tout ne peut pas être supporté. Il y a des choses insupportables qu'il faudra, voilà, auxquelles il faut mettre un stop. Voilà. Et en tant que femme, justement, il y a énormément de raisons ou d'événements qui surviennent et auxquels on devrait dire non. Il y va même de la santé mentale de la femme. Hein? Lorsqu'une personne humaine, lorsqu'une femme dit oui à tout, ben, finalement, il arrive un moment où il se passe quelque chose dans la tête, hein? Il se casse quelque chose. Hein, d'essentiel. Donc nous avons besoin, pour être équilibrés, de savoir dire oui, mais de savoir dire non quand il le faut pour pouvoir avancer. N'est-ce pas? Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr.
Je pense surtout que des fois, les femmes, elles veulent sortir de leur maison, mais je pense que ce sont les parents, surtout les mères, qui les poussent à rester pour leurs enfants ou quelque chose d'autre. Des fois, c'est pour les biens, l'argent, ça dépend de la cause. Des fois, c'est aussi les parents qui poussent les mères à rester. Exactement. Mais justement, et tu viens de dire quelque chose d'important. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais les mères, ce sont des femmes aussi. Donc, ce sont les femmes qui disent aux femmes de supporter. Hein? Vous voyez, donc il se crée finalement un environnement, moi ce que j'appelle un environnement féminin toxique. Je l'ai écrit aussi dans le livre. Lorsque entre femmes, nous nous disons supportons tout, ben, il arrive un moment où le couvercle de la chaudière, quand ça chauffe trop, ben, ça se soulève. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, c'est aux femmes de dire nous ne pouvons pas tout supporter parce que nous ne sommes pas des surhommes. Les femmes sont des êtres humains avec des limites, des forces, mais aussi des limites. Donc, tout est une question d'équilibre. Maintenant, si nous avons des hommes à côté qui comprennent, c'est tant mieux. N'est-ce pas? Merci. Selon vous, comment ce serait déroulerait le reste de l'œuvre si Koro n'était pas mort par rapport à sa vie de couple avec Biran, par rapport à l'éducation de sa fille Olel, aussi par rapport à sa famille? D'accord. Merci beaucoup. Tu as lu tout le livre jusqu'au bout? Oui. Oui? Et Koro, elle est morte. Elle est morte, Koro? Oui. Bon, d'accord. Je te conseille de le relire, le livre et tu me diras après ce que tu en penses. Par contre, je peux toujours répondre à ta question. Hein. Si Olel était né d'un couple de Koro et de Biran qui seraient devenus adultes, etc., et qu'elle aurait vécu dans ce milieu-là, je pense qu'effectivement, elle aurait été une fille tout à fait épanouie parce qu'elle aura eu des parents, elle aura eu un père qui vient du village, hein, qui s'est installé en ville, qui a su prendre ce qui était positif de la ville sans oublier ses valeurs héritées du village. Hein? Donc ça crée pour moi un être africain complètement équilibré. Encore une fois, moi je suis toujours à la recherche de l'équilibre. Voilà, pas de supériorité sur quoi que ce soit, encore moins d'infériorité sur quoi que ce soit. Donc, et Koro aussi, étant issu d'un milieu aisé certes, mais ouverte à la culture et de nature très curieuse aussi, je pense que voilà, elle aurait en tout cas doté sa fille de tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir dans la vie et être finalement un être social utile à la société. Mais je te recommande de relire le livre. D'accord? Surtout le dernier chapitre. Merci. Alors, quel rôle pour vous les traditions culturelles jouent-elles dans la représentation de la femme dans votre livre? Ok, d'accord. Je suis tentée de te reposer la question. Qu'est-ce que tu penses du statut de la femme dans le contexte sénégalais ou du rôle de la femme, comme tu l'as dit? Au Sénégal et en général, la femme, je pense qu'elle a une place assez importante, voire essentielle, dans la vie de tous les jours. Sans femme, je pense que le monde ne marcherait pas comme il est maintenant. Je pense même pas qu'il aurait un monde. Pour moi, une femme, elle se construit. Ça veut dire ça commence
depuis qu'elle est petite, au bas âge, jusqu'à ce qu'elle grandisse, elle peut se construire d'elle-même, mais souvent c'est par rapport à son environnement, les femmes qui sont autour d'elle, les personnes, ce qu'elle va apprendre au cours de sa vie. Donc les traditions culturelles, elles peuvent pour moi jouer un grand rôle parce que par exemple deux femmes qui vont grandir avec des différentes cultures vont peut-être ne pas avoir les mêmes idéologies, mais vont quand même avoir des mentalités bonnes dans les deux sens. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce choc d'identité que j'ai voulu montrer dès le début, dès le premier chapitre, entre Olel et Sandra. Hein, et d'autres filles, mais surtout ces deux-là, pour montrer qu'effectivement, non seulement le milieu définissait l'individu, mais le milieu familial permettait aussi de donner une certaine trajectoire à la féminité, hein, telle qu'elle est pensée et telle qu'elle peut être comprise dans l'humanité en tant que telle, hein, l'humanisme même en tant que tel. Donc, ces femmes, comme tu dis, lorsque l'on est fille au Sénégal, il y a un certain nombre d'idées reçues, hein, qui entourent déjà la venue au monde de cette fille-là. On lui crée un destin et on lui crée surtout un terrain que l'on qualifierait de réussi parce qu'elle aura trouvé un mari. Pas par elle-même, mais parce qu'elle va devenir la femme d'un homme. Et donc justement, c'est tellement chargé culturellement et sociologiquement que lorsqu'une femme essaie de se frayer un chemin différent, on la prend pour déviante, hein? On la marginalise parce qu'elle ne respecte pas les normes établies. Donc, finalement, on dit qu'elle est aliénée, n'est-ce pas? Donc, une femme qui essaie de faire fi des traditions en ce moment, lorsqu'une fille sénégalaise bon teint essaie de faire fi des traditions, non pas parce que elle est aliénée, mais parce qu'elle est consciente de ses potentialités et des freins imposés par la société, on la marginalise. Donc, si je dois donner mon avis, même si une sociologue n'a pas le droit de juger, nous on observe les faits, on les analyse et on tire une conclusion, mais on ne juge pas. Donc je ne dirai jamais que la société sénégalaise est mauvaise ou qu'elle est belle, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des freins qui sont imposés aux filles parce qu'elles sont filles, qui ne sont pas, voilà, qui deviennent finalement des opportunités pour les garçons parce que ce sont des garçons. Maintenant, évidemment, avec la modernité, la communication et voilà, les différents échanges que nous avons, parce qu'aucun peuple n'est fermé, hein, dans le monde. Donc, évidemment, ça a tendance à changer pour le bien, finalement, des femmes. Mais je reste persuadée que les femmes sénégalaises ne sont pas dévalorisées, hein. Elles sont valorisées. Elles sont valorisées au Sénégal, mais il y a des freins qui leur sont assujettis plus qu'aux hommes. Alors, dans votre œuvre où la mort est très présente, la mort est le choix d'une puissance supérieure auquel il faut se soumettre. Et je voulais savoir si cette vision de la mort était la vôtre ou si elle a été créée pour coller au personnage de Biran, qui est très religieux et assez calme. Alors, merci pour la question sur la mort, parce que pour moi, pour célébrer la vie, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort. Parce que c'est le destin de l'être humain, c'est d'être mortel. Voilà, donc tout être vivant est forcément mortel. Et en tant que tel, ce n'est pas une échéance qui devrait nous faire peur, mais au contraire, si on est religieux, il faut profiter de la vie d'ici-bas pour préparer la vie après la mort, hein, parce que la mort n'est qu'une étape, mais il y a une vie après qui est heureusement éternelle, qui n'a rien à voir avec celle-là. Donc, c'est quelque chose qui ne me fait plus peur,
Mais ça a été un processus quand même, graduel. Donc peut-être que ça s'est ressenti dans mes personnages, qui montrent que finalement, la mort n'est qu'une étape ancrée dans le domaine religieux, ça ne fait plus peur. Il me revient d'ailleurs en tête une discussion que j'ai eue lorsque j'étais adolescente, en tout cas adolescente on va dire. J'étais sortie de l'adolescence et j'entrais dans l'âge adulte, que j'ai eu avec un ami qui faisait des cours, qui suivait la philosophie pendant que je suivais la sociologie, des cours de sociologie, et qui m'a dit mais pourquoi crois-tu en l'au-delà? Parce que la religion, elle est faite juste pour cacher la face immonde de la mort, le visage immonde de la mort. Je dis, mais justement, ne serait-ce que pour ça, je préfère croire qu'il y a une vie après la mort, parce que la mort en tant que telle, elle est horrible, comme tu l'as dit. Donc, s'il faut limiter ces réflexions à la mort, donc à une fin, ça veut dire que la vie sur Terre ne vaut pas la peine d'être vécue, alors que justement, elle vaut la peine d'être vécue pour pouvoir préparer la vraie vie, finalement. Donc, Biran, en tant que tel, il n'était pas forcément très religieux, mais il a accepté son sort très facilement. Il a accepté son sort très facilement, et c'est sa fille qui est devenue très religieuse et qui a suivi, qui essaie en tout cas de suivre la voie du soufisme, qui est la voie où on se détache de tout ce qui est matériel pour se contenter de ce qui est spirituel et pouvoir finalement... Et c'est ça qui unit les peuples. C'est cette spiritualité-là qui est dans la vie ou dans la religion qui permet de créer une certaine ouverture avec les peuples et de communier, de créer une communion entre peuples en passant par n'importe quelle religion. Moi, je crois fondamentalement que chaque religion cherche une seule chose. Si elle ne devait chercher qu'une chose, ce serait l'amour entre les peuples. Voilà. Moi, j'en suis persuadée. Mais je suis tentée de te renvoyer la question. Qu'est-ce que tu penses de la mort à cet âge-là? Eh bien, où l'on se croit immortel. Oh non. Quand j'étais plus petit, et donc on va dire, je n'avais pas la lumière de la foi qui est venue plus tard. La mort, je préférais ne pas y penser. Quand je commençais, pourtant j'étais petit, mais j'avais pas la réponse. Je me disais mais en fait c'est horrible. C'est tellement court et puis après plus rien, absolument rien. Et donc cette idée me faisait vraiment très peur. J'en pouvais passer des heures et y penser en tremblant. Et puis ensuite, c'est avec la foi que petit à petit la mort m'est apparue en fait pas comme une fin, mais une porte vers un autre monde. Ça a pris du temps, c'était pas tout de suite comme ça, d'un claquement de doigts, mais petit à petit en grandissant, en prenant plus de maturité, en réfléchissant, la mort en fait m'a paru comme un but plutôt à la fin de cette vie qu'il faut atteindre dans un certain état d'esprit. Donc je pense qu'il vaut mieux ne pas en avoir peur et de se préparer durant cette vie tout en profitant, de se préparer à cette mort qui est inévitable dans tous les cas. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est très, ce sont des mots, moi, qui sortent de la bouche d'un jeune homme qui me fascine. Ouais. Parce qu'effectivement, voilà, elle ne devrait pas faire peur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de la vie. Heureusement que tu l'as dit. Elle est belle la vie, hein. Ouais. En tout cas, elle peut l'être longtemps même. Ouais. Merci. Moi, ma question, elle concerne une des conversations entre Almami et Biran. Dans celle-ci, Almami sous-entend que le principal frein à l'émancipation de la femme serait la femme elle-même. Alors, sur quel fondement Almami se serait-il basé pour affirmer cela? D'accord. Je donne ma réponse ou je te laisse d'abord le soin d'étayer. Hein? Donc, alors, je te rends la question. Est-ce que tu penses que la femme est un frein ou peut être un frein à la femme?
Alors, avant de lire ce livre, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est quand j'ai lu cette question-là que Almami a posée à Biren, je me suis dit qu'en effet, il avait raison. Parce que, plus particulièrement en Afrique, la femme, elles ont tendance à se rabaisser. C'est pas en Afrique seulement, c'est partout dans le monde. Elles ont parfois tendance à se rabaisser, à poser des limites les unes aux autres. Par exemple, une femme, comme tout à l'heure, elle l'a dit, si une femme veut quitter son foyer, une autre femme va lui dire que non, tu peux pas quitter ton foyer, tu peux pas quitter ton mari, parce que si tu n'es plus sa femme, tu n'es plus la femme d'eux, tu seras dévalorisée et tout ça. Exactement. Ben, merci. Tu as ta réponse. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que ça commence vraiment dès l'âge le plus tendre, hein. Dès l'âge le plus tendre. La maman, donc qui est une femme, va dire si une femme a un garçon et une fille, disons même que ce sont des jumeaux, tiens, puisque moi aussi je suis maman de jumelles. Ce sont des jumeaux, donc ils ont le même âge. La petite fille, on va lui dire tu as le droit de faire ceci, mais pas de faire cela. Tu dois, disons qu'elles ont 10, 11 ans, ils ont 10, 11 ans, tu dois être à la maison dès la fin des cours. Hein? Tu dois m'aider dans la cuisine. Tu dois apprendre tes leçons, mais rapidement, là, fais vite. Il y a des tâches ménagères qui t'attendent. Hein? Tu dois m'aider à mettre la nappe. Il y a certaines émissions que tu peux regarder, mais pas d'autres, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de freins et d'obligations pour la femme, pour la fille. Alors, le jumeau, lui, on va lui dire, mais à cet âge-là, qu'est-ce que tu fais dans la maison? Mais va jouer avec tes amis, tu vois, va jouer dehors. Ou bien, on va t'offrir comme cadeau des Lego, bon, je ne sais plus si ça existe maintenant, ou en tout cas des jeux très complexes qui font que, voilà, le petit garçon, il va devenir ingénieur plus tard, tu vois. La petite fille, on va juste lui donner une poupée, habille là, déshabille là, essayer de lui donner à manger, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que l'on permet au petit garçon de développer un peu son intellect et de vouloir rêver grand d'abord, parce qu'avant de vouloir réaliser, on rêve d'abord, donc de rêver grand, de voir l'espace, hein, de voir, même le fait de rester dehors, mais ça ouvre tellement de perspectives à un enfant, mais le fait de confiner une fille, en disant oui, une fille dans notre culture, si je devais traduire l'expression qui est consacrée aux femmes, on dit une fille doit avoir les jambes courtes. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être petite, mais ça veut dire qu'elle ne doit pas sortir beaucoup. Hein? Donc, alors qu'un garçon, on lui dira, un garçon ne doit pas rester à la maison. Il doit chercher, il doit sortir, il doit voir du monde, il doit voir ailleurs, il doit expérimenter la vie. Hein? Donc, finalement, la mère elle-même qui éduque ses deux enfants va éduquer les deux enfants selon le sexe différemment. Donc, tout se passe au niveau de l'éducation finalement. Et cette maman, elle, sans le faire exprès, parce qu'elle ne fait que transmettre ce qu'elle a connu, elle transmet également des freins à sa fille et elle donne énormément d'opportunités à son garçon. Et donc, évidemment, il ne faut pas s'étonner que plus tard, les hommes soient à des postes de décision parce qu'ils ont plus d'assurance. Ce n'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, mais l'assurance fait que finalement, on confie plus de responsabilités à un homme. Mais une fille qui a très peu d'assurance va inspirer moins confiance et donc on ne pourra pas lui donner des postes de responsabilité. Hein? Mais évidemment, heureusement que ça change. Hein? Heureusement que ça change parce que justement, on se rend compte qu'en fait, ce n'est absolument pas lié au sexe. Savoir prendre des décisions, ce n'est absolument pas lié au sexe. Maintenant, faisons en sorte que nos mamans qui ont freiné un peu nos ambitions, mais que nous ne devenions pas, nous, mamans, nos mamans. Parce que, n'est-ce pas, chaque génération doit avoir aussi ses valeurs et ses références.
Il ne s'agit pas de casser tout, ni de tout remettre en question, mais il s'agit de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui ne l'est pas. Je suis sûre que tu seras une maman, n'est-ce pas, très alerte à cela, ne pas être le frein à ta fille. Merci. Pourquoi avez-vous choisi qu'Olel se passionne pour le changement climatique? Olel, alors je sais, merci, c'est une excellente question, enfin c'est une bonne question pour que je parle aussi de ce que j'aime le plus. En tout cas, l'une des causes que je défends, en plus de celle de la femme et de l'humanité de façon générale, de l'humanisme, avoir le sens de l'humain, c'est l'écologie. Et Olel, je ne sais pas si tu l'as remarqué, ses initiales, c'est ODD. ODD, ça te dit quelque chose? Non? ODD, c'est Objectif de développement durable. Ces initiales, voilà. Une fois que tu seras dans le milieu du travail, etc., ou dans les Nations Unies, tu l'entendras souvent. Avant, c'était objectif, voilà, c'était les objectifs du millénaire, hein, durable. Maintenant, c'est des ODD, donc Objectifs de développement durable. Pour moi, Olel, c'est plus qu'un écho, c'est un objectif à atteindre. Et les changements climatiques, ça ne concerne pas que l'Europe ou l'Amérique. Ça nous frappe de plein fouet. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je n'ai jamais vu un mois de janvier aussi chaud au Sénégal. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera au mois de juillet? Quel climat aura-t-on? Hein? Maintenant, personne ne porte des pulls, sauf pour faire genre, comme ça. En tout cas, c'est pas parce qu'on a chaud, on a froid, je veux dire. Oui, le matin, ça se rafraîchit à peine, le soir aussi. Mais en tout cas, moi, c'était une façon de dire que nous sommes dans un millénaire où tout le monde devrait prendre cette thématique-là comme centrale. Hein? Et c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Il y a des COP qui sont passés là, les Conference of Parties, n'est-ce pas? COP, voilà, bon, COP 21, nous en sommes maintenant à COP 28. Hein? Ouais. Cette année, c'était la COP, enfin cette année 2023, c'était la COP 28 à Dubaï. Et c'est justement pour discuter autour de cet enjeu important qui interpelle la planète entière. Hein? Parce que si des icebergs fondent quelque part, ah ben, nous aussi, nous le ressentons. Hein? Voilà, d'un côté, il y a des bourrasques, il y a des tornades, il y a des inondations. Tout ça, c'est une question voilà, centrale qui devrait intéresser tout le monde, africain y compris. Il ne faudrait surtout pas penser que c'est l'histoire des pays développés, etc. Non, c'est tout le monde qui est concerné. Et quand c'est tout le monde qui est concerné, c'est tout le monde qui devrait être à la table de négociation et discuter ensemble. Merci. Que pensez-vous de la dépigmentation, surtout aujourd'hui? Et est-ce que vous êtes du même avis que Binetou, qui l'assimile à une aliénation inconsciente, doublée du fait de plaire aux hommes? Alors, oui, j'ai mon idée là-dessus. Et toi? En tout cas, moi, je vois que tu as une belle noirceur. Hein? Pour l'instant? Non, pour l'instant. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de la dépigmentation? Est-ce que c'est un symbole d'aliénation aussi? Ou bien c'est juste pour se faire belle? Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Et déjà, si on part sur le plan de la santé, il y a déjà les problèmes que ça cause. Parce qu'on voit que les femmes qui se dépigmentent, déjà, non seulement elles perdent leur mélanine, mais ont aussi un problème, genre face au soleil. Parfois, quand ils sont dehors et tout, ils se sentent pas à l'aise. Et tout, à cause du soleil. Et aussi, je trouve que les hommes ont un peu un impact sur ça. Parce que on voit de nos jours parfois, même parfois en classe ou bien n'importe où, tu vois des hommes qui disent non, on veut des femmes en fait qui sont claires, qui préfèrent des femmes claires. Et si en fait en tant que femme, et surtout des femmes, quand femme presque synonyme de mariage, comme les gens pensent, parce que beaucoup ils disent que oui, la femme elle doit se marier, avoir des enfants et tout. Et donc si tu es une femme qui veut vraiment se marier et tout, et que
si on imagine un peu du fait que tu aimes un homme, mais après tu te sens pas à l'aise parce que tu vois que cet homme-là même, que cet homme aime en fait les femmes claires et pas les femmes noires. Et ça crée en fait une mauvaise chose dans la pensée des femmes. Et certaines, ce qui les pousse à se dépigmenter. Et certaines, c'est pour la mode. Parce qu'elles se trouvent plus belles en étant claires. D'accord. Ok. Et vous, vous avez des idées, oui, là-dessus? Merci, Ségolène. Oui. Moi, je pense que c'est un signe de faiblesse. De la part de la femme. Hein. Parce que si quelqu'un t'aime vraiment, tu devrais pas changer quelque chose pour cet homme. Il devrait t'aimer pour ce que tu es. D'accord. Merci. Il y a de l'espoir, oui. Alors moi, je pense que se dépigmenter la peau, c'est un peu renier ses origines, renier qui on est. Et surtout, quand tu es une femme africaine, tu devrais être fière de ta peau, l'exhiber comme si c'était un trésor. Parce que réellement, c'est un trésor d'être noir. Et je trouve que c'est carrément renier ses origines. Ensuite, si tu te dépigmentes la peau et que au futur tu as des enfants, ces enfants-là, ils auront ce modèle-là d'une femme qui doit se dépigmenter la peau pour être belle. Donc je pense que pour donner de la force à ses enfants et pour soi-même, il ne faudrait pas se dépigmenter la peau et renier ses origines comme ça. Merci. C'est mon avis, je suis contre, mais on peut pas forcément blâmer ces femmes parce que moi je pense que c'est à cause de la société et des normes que ces gens-là imposent aux femmes. Il y a plusieurs critères de beauté dans la société que les femmes doivent respecter entre guillemets. Ça dépend des pays, des cultures, etc. Mais il y aura toujours des critères de beauté ou des critères de beauté pour les femmes et je pense que pour rentrer dans ces critères de beauté là et plaire aux hommes, certaines femmes vont aller jusqu'à se dépigmenter ou faire des opérations, etc. pour changer leur apparence et donc rentrer dans les critères de la société. D'accord. Donc c'est la société qui est coupable. En partie, d'accord. Moi, je suis d'accord avec l'aliénation. Parce que je pense que souvent, les femmes qui font ça, c'est comme par exemple, lorsqu'elles regardent des séries novellas ou des trucs comme ça, c'est à cause de ça qu'elles se dépigmentent le plus. Ou certaines publicités aussi les influencent beaucoup à se dépigmenter. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que la dépigmentation, ce n'est pas quelque chose de bon pour tous les risques, déjà, pour ta santé que tu mets en jeu. Juste pour le physique, paraître plus joli, je trouve que vraiment c'est un trop de sacrifice pour pas grand chose. Parce qu'en plus, être plus clair, ce n'est pas un critère de beauté pour tout le monde. Peut-être certains vont penser ça, mais il faut pas changer par rapport aux autres. C'est ce que je pense. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, ce que j'entends me ravit. Alors, Ségolène, tu as mis le point sur un élément central de la féminité telle qu'on la vit actuellement. Est-ce que pour être belle, il faut répondre à des canons de beauté qui nous sont extérieurs, ou bien est-ce que nous avons nous-mêmes nos canons de beauté qu'il nous faut respecter? Heureusement que dans ta question, dans ta réponse plutôt, tu as parlé des risques sanitaires auxquels s'expose la femme inutilement en fait, puisque les hommes représentés ici, je prends Amadou Bamba comme représentant officiel des hommes sénégalais, puisque lui dit que vous n'avez pas besoin, les femmes qui se dépigmentent la peau, vous n'avez pas besoin de tout ça pour nous plaire, n'est-ce pas? Donc heureusement, moi je suis complètement rassurée d'entendre cela, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Tout le monde a raison. La dépigmentation, c'est vrai que ça peut être parfois chez certaines femmes, c'est une expression de la détresse sociale que ces femmes-là vivent, parce qu'elles sont mal dans leur corps, elles sont perméables aux critères, aux jugements extérieurs, ne s'écoutent pas assez et finalement elles sont des victimes. Elles sont des victimes que l'on peut parfois prendre pour des aliénés parce que effectivement, à force de regarder des telenovelas, elles pensent que pour être belle, il faut être
il faut se décaper la peau, c'est pire que de la dépigmentation, carrément enlever la mélanine de sa peau, se mettre des cheveux très très longs et très très frisés, en tout cas être tout sauf une africaine bon teint, ce qui est totalement faux, n'est-ce pas, puisque le monde est fait d'être différent et mais complémentaire. Donc aucun canon de beauté n'est supérieur à un autre, mais déplacé de son contexte, ça change totalement de sens et finalement on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus dire qui est qui, quelle identité revendiquer, puisque nous ne savons plus dire qui nous sommes finalement. En tout cas, merci pour toutes ces alertes qui sont à votre âge. C'est vraiment heureux de voir que vous pensez à tout cela, que se dépigmenter, ça peut être interprété comme un reniement de ses origines, ou que c'est comme accepter d'être sous le joug d'une société. Une société qui applique un peu des contraintes aux femmes, mais finalement, comme vous l'avez dit, ça n'en vaut pas la peine. Le tout est d'être bien dans sa peau pour pouvoir plaire, n'est-ce pas? Et encore, faut-il plaire aux hommes au détriment de son équilibre et de sa santé, alors que les hommes, qu'est-ce qu'ils font pour plaire aux femmes? Vous vous êtes posé la question? Qu'est-ce que vous leur imposez aux hommes? Rien du tout? Ou alors un compte bancaire bien fourni? Comme le dit l'imaginaire populaire. Ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est ça? Par exemple, il y a beaucoup de femmes en ce moment dans cette génération. Oui. Elles croient plus en l'argent qu'à l'amour. Oui. Si par exemple moi, je peux dire, Inch'Allah, si je suis riche, je porte des habits pas très convenables, je viens parler à une femme, sans qu'elle sache que je suis riche, elle va pas vouloir me parler. Et si je dis quelqu'un, je m'habille convenablement, j'ai aucun sou, je n'ai rien. Dans l'apparence, tout est dans l'apparence finalement. Elle va me courir après. Ah bon? Heureusement que c'est un stéréotype. Heureusement que c'est un préjugé. On verra quand tu seras riche et grand. Non, c'est pas toutes les femmes. Oui, heureusement. Mais c'est vrai, moi je dirais pas non. Ce sont des cas qui existent. Et justement, quand on voit beaucoup de cas comme ça, évidemment, on en tire ce qu'on appelle une loi sociale. On se dit que, dans telle situation, c'est ça qui arrive. Mais bon, espérons que tout va changer. Tout cela va changer. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Je vais juste prendre des questions rapidement et essayer de vous donner une petite réponse. Mais je suis de toute façon persuadée que vous avez en vous les réponses aux questions. En tout cas, j'en ai eu la preuve dans cette belle émission, n'est-ce pas? Qui commence? Alors, je voulais savoir si dans votre œuvre où l'islam a une place importante, si c'est parce que vous avez voulu transmettre votre amour pour la religion. D'accord, oui, merci. Alors finalement, quel impact souhaitiez-vous que Olel, malgré que tout cela ne soit qu'un rêve de Kouro, quel impact vouliez-vous qu'elle ait sur les lecteurs et même dans la vie des personnages? D'accord. Moi, ma question finale, ce serait, est-ce que vous avez des auteurs ou des personnages de la société sénégalaise qui, par le biais de leurs actions, de leurs paroles, se rattachent aux idéologies qui sont traitées dans votre livre? Si. Ma question c'est, est-ce que le personnage de Kouro est inspiré de vous? Et si oui, pourquoi? Parce que en faisant le parallélisme entre votre biographie et la description de Kouro, vous avez les mêmes traits de caractère. Comme par exemple, vous êtes sociologue et Kouro elle aussi. Et aussi, vous avez passé à la maison d'éducation de Maria Maba et Kouro elle aussi. D'accord. Alors, l'islam, oui.
l'islam a une place importante dans ma vie. Évidemment, c'est un peu parce que aussi je suis née dans une famille musulmane, mais au-delà de cela, j'ai appris à connaître cette religion mienne et j'adhère totalement à sa cause. Et je suis sûre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle recherche l'harmonie des peuples, l'harmonie des cœurs, l'harmonie des peuples. Et voilà, je suis fondamentalement musulmane, mais ça ne veut pas dire, évidemment, que c'est de l'intolérance par rapport aux autres religions, bien au contraire. Parce que le terme islam lui-même veut dire tolérance. Donc, effectivement, peut-être que ça a dû transpirer dans mon livre, mais l'islam occupe une place prépondérante dans ma vie. Voilà. Alors, bon, j'aurais pas préféré que l'on dise que ce n'était qu'un rêve, mais bon, ce n'est pas grave, de toute façon. Le lecteur le saura bien vite, ou la lectrice. Et justement, le principal impact que je voudrais, c'est par rapport au changement climatique évoqué tout à l'heure. Je voudrais vraiment qu'il y ait un déclic par rapport au changement climatique, donc à cet enjeu-là. Et aussi, je voudrais aussi que Olel soit, en tout cas, qu'elle permette, que ce personnage-là plutôt, donc qu'il permette de faire comprendre à la société sénégalaise qu'un homme peut valablement éduquer une fille et réussir son éducation. Voilà. Mes auteurs sénégalais, je suis très contente d'entendre cette question parce que, bon, je retrouve Fatimata Dialloba, qui est ma grande sœur. Oui. Bon, elle a mis le nom de famille de son mari, mais elle est Diallo, donc, c'est une grande sœur, elle a une plume magnifique. Et elle m'inspire depuis qu'elle a commencé à publier. Mais bien entendu, j'ai d'autres auteurs qui ont, comme vous, qui ont peuplé mon monde lorsque j'étais adolescente. En l'occurrence, Mariam Abba. Donc, Mariam Abba, je vois aussi son livre là-bas, Un chant écarlate, mais je ne vois pas son livre Une si longue lettre qui m'a profondément émue et qui m'a touchée à différents âges de la vie. Je l'ai lu lorsque j'étais adolescente, donc j'ai été touchée d'une certaine manière. Je l'ai lu en tant que jeune femme. Je me suis dit, ah tiens, voilà, elle décrit vraiment la société sénégalaise telle qu'elle est. Je l'ai relu à l'âge vraiment adulte et là, je me rends compte qu'en réalité, c'est une sociologue méconnue. Mais elle a fait une telle description de la société sénégalaise que je suis en tout cas heureuse de me sentir imprégnée de ses idées et de ces théories, surtout sur la complémentarité nécessaire entre hommes et femmes. Ni supériorité, ni infériorité, mais complémentarité. C'est ce qu'elle prône. Évidemment, j'ai d'autres auteurs hommes que j'aime beaucoup. Donc, et j'adore aussi Chimamanda Ngozi Adichie, que je vous recommande fortement de lire. Jeunes hommes et jeunes filles, parce qu'elle aussi, elle a des idées très révélatrices de ce que devrait être le féminisme partagé entre hommes et entre femmes. Alors, Kouro, est-ce qu'elle est inspirée de moi? C'est possible. Comme je l'ai dit, lorsque l'on écrit, on transpire. Son soi transpire dans ses écrits. Mais ce que je peux dire de façon claire, au-delà du fait que, évidemment, ça soit une fiction, le passage de Mariam Abba, c'est des faits vécus. Ce sont vraiment des faits vécus par moi. Ouais. Donc, j'ai fait vivre ces événements par Kouro, mais c'est moi qui les ai vécus, réellement. Donc, EDEZ, ça existe, X2L, c'est ma promotion. Nous appelons EDEZ. Et voilà, lorsque j'ai vu Mariam Abba pour la première fois, le journal intime de Kouro, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu en faire un journal intime et mettre un jeu. Parce que c'est vraiment vécu. Ce sont vraiment des choses vécues. À part ça, tout le reste, ce n'est qu'une fiction. Ouais.
Donc le fait qu'elle ait fait des études de sociologie, c'était juste pour montrer quand même dans les discussions ce que j'ai appelé envolée féminine, pour comment des jeunes sociologues ou apprentis sociologues, comment elles parviennent à remettre la société en cause. Et si je n'avais pas fait une sociologue, ça ne serait peut-être pas passé. Voilà. Merci pour ces questions, vraiment. C'est ici que nous clôturons cette édition de Livre ouvert. Mais non sans adresser nos remerciements à Madame Diallo ici présente pour nous avoir fait l'honneur de sa présence et par là même nous a permis de nous immerger dans l'univers incroyable de Saison de femmes. C'était un plaisir de la recevoir en espérant que vous lisez nos remerciements.